messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. On est très heureux de vous accompagner comme chaque dimanche et lundi pour ce petit bout d'après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes bien installés pour pouvoir nous suivre avec les chroniques du lundi. Tout à l'heure, un petit peu plus tard, en dernière partie d'émission, nous retrouverons Ludmilla Mbarek, notre psy, pour l'œil du psy. Et elle reviendra sur l'actualité assez difficile, tout ce qui se passe dans le monde et son impact sur notre santé mentale. Vous allez voir que c'est très important d'en parler parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais finalement ça a vraiment un impact, tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, et bien ça a un impact direct sur notre santé mentale. Mais avant de parler de santé mentale, on parlera de santé physique également, puisque aujourd'hui on s'intéresse à la transplantation hépatique. Vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué tout ça, mais ne vous inquiétez pas, Hassan Chemech est là pour tout simplifier, en plus en compagnie d'un invité et pas des moindres qu'il vous présentera dans un tout petit moment. Nous sommes vraiment ravis et honorés de l'avoir aujourd'hui dans l'émission. Souriez, vous êtes sur Canal puisqu'il a un programme très chargé, mais il a accepté gentiment l'invitation d'Hassan Chemech dans sa chronique Votre Santé. Et au milieu de tout cela, nous parlons quand même d'artistique. Ça fait du bien aussi, hein. On ne parle pas que de choses sérieuses, mais on parle aussi de choses, je dirais sérieuses également, mais plus, on va dire plus douces, plus tendres, avec bien sûr une artiste exceptionnelle. Vous le savez, nous sommes en plein mois du patrimoine. Ce mois se termine le 18 mai. Et qui dit patrimoine, dit enfin plein de sujets qu'on essaye de développer à chaque fois. Hier, on a parlé de l'importance du hayek, par exemple, dans l'histoire de l'Algérie, mais aussi en tant que patrimoine algérien. Aujourd'hui, on recevra une artiste qui, elle, fait la promotion, et très bien d'ailleurs, de la musique andalouse, puisqu'elle vient avec 2 nouveaux titres. Il s'agit de l'artiste Sabah Al-Andalousia. Voilà, je pense que tout est dit. On va aller à l'essentiel tout de suite. Commencer notre émission en parlant santé dans la chronique Votre Santé avec Hassan Chemech qui est avec nous, bien installé. Bonjour Hassan. Lilia, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet encore une fois très important. Oui, la transplantation hépatique. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Parce qu'il y a beaucoup de malades qui souffrent de cette pathologie. Beaucoup de malades ont des problèmes au niveau du foie. Certains ont carrément un cancer. Ils partent à l'étranger pour des soins. Ça coûte excessivement cher. Ouais. Aujourd'hui, en Algérie, les autorités du pays ont tracé un objectif, celui de réduire le transfert de malades à l'étranger. Il y a donc cette volonté de maintenir nos malades ici. Ils donnent les moyens, ils mettent les moyens à disposition de nos experts. Ouais. Nous avons aujourd'hui un expert. C'est en fait le numéro 1 de la transplantation, de la chirurgie oncologique. C'est le professeur Bentabak, il est chef de service d'oncologie, de chirurgie oncologique au niveau du CPMC, le centre Pierre-Marie Curie. Professeur Bentabak, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour professeur. Bonjour, c'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet hautement important, hein, qui est la transplantation hépatique. C'est vrai, on en parle comme ça. Parfois, on a l'impression que c'est quelque chose de commun, mais en fait, c'est très particulier et ça demande beaucoup d'investissements, que ce soit des investissements humains, mais aussi des investissements sur le plan de l'organisation, sur le plan technique, sur le plan de l'accompagnement. On pourra en débattre durant le... Très bien. Alors, on faisait en fait dans notre pays de la transplantation hépatique. C'est à l'arrêt. Aujourd'hui, le professeur va nous dire pourquoi c'est à l'arrêt. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait pas la transplantation? Mais il va nous annoncer une bonne nouvelle. Nous allons reprendre. L'Algérie reprend la transplantation à partir du mois de juin, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait. Hein. J'espère que ça pourra se faire. En tout cas, c'est imminent. C'est imminent. En fait, pour revenir un peu à l'histoire, ça fait déjà un peu plus de 20 ans qu'on a commencé la transplantation hépatique. C'était assez encadré. Puis on a eu quand même beaucoup de difficultés au cours de ces dernières années. En fait, il y a eu des difficultés un peu organisationnelles, mais aussi techniques. Alors, on était confronté souvent à des ruptures récurrentes. Et en transplantation hépatique, on pourra en parler tout à l'heure, puisqu'on le fait à partir du donneur vivant. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'avoir des manques. Il faut vraiment s'entourer, être très prudent, et pour s'engager dans des voies pareilles. Donc, alors, il y a eu aussi... il fallait remettre un peu à niveau tout ce qui était bloc opératoire et tout. Donc effectivement on l'a fait. Donc c'est ce qui a expliqué un peu ces 2 années d'arrêt. Et puis là, on est enfin prêt, on va dire à 95% pour démarrer l'activité de transplantation hépatique. Il y a beaucoup de malades, professeur, qui attendent. Alors, il y a beaucoup de malades. Il y a une estimation, il n'y a pas des chiffres robustes, hein, mais on parle à peu près de 500 transplantations par an, hein, donc, en Algérie. Donc, c'est quand même énorme.
Et il faut s'organiser. Il faut s'organiser. C'est notre devoir en tant que médecin. En tant que médecin, c'est de soigner donc nos compatriotes, nos malades, et de ne pas les laisser aller chercher des soins à l'étranger, alors qu'on peut leur fournir ce soin chez eux, au milieu de leur famille, dans leur environnement. Et je pense que ça mérite de s'engager dans une aventure pareille. Pour relancer la transplantation hépatique, vous confirmez, professeur, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de malades qui partent à l'étranger. Ils partent, ils payent beaucoup d'argent pour cette intervention, et c'est une intervention qui nécessite un suivi. Là-bas, on ne peut pas les retenir, donc ils reviennent ici. Parfois, ça complique, on les reprend au niveau de nos services. Ben, écoutez, c'est des Algériens comme nous, et donc Oui. ils partent chercher des soins. On peut les comprendre, et or que la prise en charge est très limitée et puis très onéreuse de l'autre côté. Oui. Et donc finalement, les malades reviennent. Bon, ils sont suivis en Algérie avec mon ami le professeur Nabil Debzi, que je salue, qui est pathologue. Et bien sûr, quand il y a des complications d'ordre chirurgical, on les reprend, et c'est... Mais excusez-moi juste de vous interrompre, messieurs. Alors, vous, bien sûr, vous êtes dans votre domaine. Hassan également, depuis le temps qu'il fait ça. Mais nous, simples êtres humains que nous sommes, déjà, si on commençait par expliquer c'est quoi vraiment la transplantation hépatique pour ceux qui ne le savent pas. Alors, je vais essayer de faire ça très simple. En fait, pourquoi on arrive à la transplantation hépatique? C'est parce que finalement, le foie ne fonctionne plus. D'accord. Il ne fonctionne plus parce qu'il y a plusieurs maladies. Il peut y avoir des maladies, ce qu'on appelle des maladies inflammatoires, des hépatopathies chroniques au niveau du foie. Il s'enflamme, et puis il donne une cirrhose, et qui par la suite donc finit à ne plus fonctionner. Il peut y avoir aussi le virus, les hépatites virales B, les hépatites virales C, qui peuvent entraîner donc une cirrhose, des carcinomes hépatocellulaires, donc des cancers du foie. Et donc à ce niveau-là, il y a aussi les maladies nutritionnelles, comme l'alcool, on pourra en discuter aussi. Bon, il y a les stéatoses hépatiques. Donc toutes ces affections au niveau du foie peuvent entraîner donc une fatigue, donc le foie fatigue, et donc il faudra le changer. Voilà. Alors pour le changer, il y a deux manières de le faire. Soit à partir du donneur en état de mort encéphalique, chose qui ne fonctionne pas encore chez nous. Il y a beaucoup de moyens qui essayent d'être mis en œuvre, mais on n'arrive pas à développer le donneur en état de mort encéphalique. Mais il y a ce qui est plus facile, mais par contre plus technique, et donc plus complexe sur le plan technique, c'est le donneur vivant. Donc le donneur vivant, donc c'est un don familial qu'on fait en Algérie, un don familial. Ça peut être le frère, le sœur, la cousine, la tante, apparenté. Il faut que ce soit familial? Oui, il faut que ça soit familial. Il faut qu'il y ait un lien de parenté. Alors, dans les années 85, il y avait le lien de parenté était très restreint, et puis là, on a élargi justement pour permettre les malades d'atteindre ce type de chirurgie. Alors, le problème donc du foie, qui est différent de la transplantation rénale, parce que souvent on fait une confusion avec la transplantation rénale. Le rein, on en a deux, donc il suffit d'en prendre un et de le transplanter. Par contre, le foie, on n'en a qu'un seul. On n'a qu'un seul, et puis c'est un foie qui est très vasculaire. Donc, mais par contre, on a la possibilité de le partager en deux. Ah, d'accord. Sur le plan technique chirurgical, c'est très important. Donc il faut avoir une bonne expertise en chirurgie hépatique conventionnelle pour pouvoir justement partager ce foie sans endommager la partie qui va rester chez le donneur, mais aussi sans endommager la partie qu'on va donner pour le receveur. Ah d'accord, donc chacun va garder une partie du foie. Et donc on va enlever une partie du foie chez le donneur, on va la donner donc chez son parent, le receveur. Et puis aussi on a la capacité, le foie a la capacité de régénérer. Il reprend un volume presque initial. Et donc voilà, c'est un peu ce qui fait le charme et puis le secret de... Voilà, au moins c'est clair. Maintenant, on a bien compris. Nous. Oui. C'est remplacer un foie malade par un foie sain. Très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, finalement, puisque vous le disiez tout à l'heure, Hassan, on en est où? Puisque vous annonciez une bonne nouvelle, que ça va reprendre. Donc, peut-être les patients qui nous regardent, vous leur donnez de l'espoir aujourd'hui. Oui, le professeur, en fait. C'est le professeur qui va nous... Vous deux. Nous annoncer la bonne nouvelle. Alors, professeur, aujourd'hui... Tout est fin prêt, vous venez de le dire. Les autorités ont affiché leur volonté, ils ont mis les moyens nécessaires. Alors les autorités nous ont vraiment accompagnés, le ministère de la Santé, et puis aussi
la CNAS, donc la Caisse nationale d'assurance. Oui. Voilà, qui nous aide énormément. Donc on est sur un projet de convention et pour aller vers un programme national. Maintenant, c'est vrai que l'aide, elle est vraiment la bienvenue, mais il faut comprendre qu'en transplantation hépatique, c'est en fait budgétivore. On a besoin d'un budget qui soit dédié à la transplantation hépatique. Alors que nous, dans notre activité au Centre Pierre et Marie Curie, qui est dédiée essentiellement donc, au cancer, et donc la greffe s'est greffée sur le cancer. Et donc on a besoin d'une enveloppe en fait, financière pour nous aider à avoir surtout un programme qui soit périn et qu'on ne retombe pas dans les ruptures antérieures qui nous ont amenés à faire une transplantation de façon un peu saccadée, hein, puisque finalement on n'a jamais arrêté, on a toujours repris parce qu'on y croit. On y croit. C'est une satisfaction qu'on peut ressentir que quand on est dedans. Ouais. Puisqu'on redonne finalement, on redonne la vie. Puisqu'il faut savoir que ce sont des indications qui sont faites pour des patients qui, à très court terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, malheureusement finissent par décéder. Oui. Et la transplantation permet de les faire renaître, donc ils reprennent une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Professeur, vous avez parlé de 500 malades par an et vous avez parlé d'un programme national. Vous venez de dire qu'au Centre Pierre-Marie Curie, vous êtes prêt à 95%. Est-ce qu'il y a d'autres services, en fait, pour répondre à la demande, d'autres services qui peuvent relancer l'activité? Alors, il y a eu 3 tentatives, en fait. Il y a eu une tentative qui s'est faite à Oran, une seule transplantation, puis ils ont dû s'arrêter. Il y a eu une tentative à Batna, ils ont fait 13 transplantations, et puis ils ont fini par s'arrêter. Et puis à Constantine, donc au niveau de l'hôpital militaire aussi. Mais il y a des initiatives. Il y a des initiatives actuellement pour relancer la transplantation, notamment à l'hôpital central de l'armée, et puis à un autre niveau. Et avec l'objectif d'un programme national, mais aussi de formation et d'accompagnement pour développer, parce qu'il est illusoire de dire que nous, seuls, nous allons suffire pour toute l'Algérie. Et donc l'objectif, c'est de développer au moins un centre à l'Est, un centre à l'Ouest, et puis pourquoi pas après générer d'autres services et puis prendre en charge d'une manière un peu plus globale nos patients. Quand vous dites nous, c'est-à-dire vous êtes peu nombreux à maîtriser la transplantation hépatique? On est oui, très peu nombreux. Très peu nombreux. Alors, donneur vivant, c'est avant tout une expertise en chirurgie hépatique. On ne peut pas faire de transplantation hépatique à donneur vivant si on n'a pas une expérience, on ne va pas dire mais une expertise, une expertise en chirurgie hépatique. Pourquoi? Parce qu'on a finalement, enfin, je vous ai expliqué qu'on a un seul foie, il faut le partager en 2, c'est technique. Le donneur, il est sain, il ne faut pas le rendre malade. Et donc, il y a toute une préparation. Il faut comprendre qu'il y a toute une préparation. Ce n'est pas tous les donneurs qui peuvent arriver à donner. Allez, on va dire sur 10 donneurs, il y en a 3 qui vont pouvoir arriver à la greffe. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut qu'on les évalue sur le plan psychologique pour savoir s'ils ont bien compris qu'il y a des complications, qu'il y a des risques. Il faut aussi être certain qu'il n'agit pas sous la contrainte, puisqu'on est dans un nom familial. C'est compliqué hein, quand un papa ou une maman va dire à son fils voilà, je suis malade, mais je peux guérir par votre don. Donc vous comprenez. Et puis après, il y a toutes les variations anatomiques. Et, donc le plan psychologique est très important. Ah, il est très important. D'ailleurs, il y a une évaluation. Il y a une évaluation d'ordre psychologique et même chez le psychiatre pour voir si on a bien orienté le donneur, si on lui a tout expliqué, si il agit en dehors de la contrainte, s'il a toutes ses facultés mentales, hein, parce qu'il faut qu'il ait toutes ses facultés mentales pour prendre une décision pareille. Voilà. Très bien. Après la transplantation, professeur Bentabak, on renaît. C'est une nouvelle vie. Quelle est l'espérance de vie, professeur, après la transplantation? Maintenant, il y a des malades qui ont 20 ans de survie après une transplantation. Alors, la transplantation, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas si vieux que ça. Ça a commencé en mars 1963 aux États-Unis avec Thomas Starrell. Et puis, nous, on a commencé finalement 40 ans après. Bon, on est 20 ans après, on a fait 47 greffes. C'est pas beaucoup. C'est pas négligeable. Pas négligeable, ça nous a permis donc d'avoir une certaine expérience, puis une certaine expertise qui nous a aussi aidé beaucoup à prendre en charge
les malades de chirurgie hépatique compliquée. Ça nous a permis de mieux connaître, mieux faire de la chirurgie vasculaire aussi. Donc tous ces aspects, finalement, c'est un plus qu'on va ramener pour l'ensemble des malades. D'accord. Mais quand vous dites, moi je reviens toujours à la formation aujourd'hui, Oui. est-ce qu'il y a des médecins qui sont formés dans la transplantation? Il y en a eu quelques-uns hein, qui sont partis un peu à l'étranger ou qui se sont formés localement. Hein. Mais pour aujourd'hui, pour dire qu'on arrive à une formation, à être capable d'aller vers de la transplantation, il faut à peu près au moins un minimum de 40 transplantations. Il faut vivre dans la transplantation. Il faut vivre dans la transplantation pour voir un peu C'est-à-dire il faut vous suivre. Voilà. Quand vous serez vous sur le terrain, il faut Alors, que vous ayez toute bien une sûr, équipe avec nous, vous. Inch'Allah, en fait, l'ambition, c'est de s'ouvrir aussi pour ceux qui veulent se mettre dans la transplantation, qui viennent participer avec nous. Et puis, on est là pour les former, pour les accompagner. Bien sûr, on a toujours besoin d'aide, hein, parce que il faut dire que nous avons été énormément aidés par le professeur Karim Boudjema, qui est un franco-algérien. Hein. C'est celui qui m'a tout appris en transplantation hépatique, en chirurgie hépatique, qui est toujours prêt à nous accompagner. La transplantation hépatique, ce n'est pas une intervention, mais des interventions. Ah, carrément. Il y a des interventions qui sont très simples, il y a des interventions très complexes. On peut parler même, il y a des malades qui peuvent nécessiter 2 bouts de foie. Pourquoi? Parce que parfois on ne trouve pas un donneur, il n'a pas un volume de foie suffisant, et donc on va chercher un deuxième donneur pour donner. Donc ça peut être très 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 compliqué. Très compliqué. En fait, pour la formation professeur, il faut d'abord relancer, parce que c'est la pratique. Il faut redémarrer pour former. Voilà, il y a eu des formations, je crois, qui ont été initiées par l'Agence nationale des greffes, mais dans le cadre de la transplantation hépatique à donneur en état de mort encéphalique. Et le donneur vivant, c'est surtout de la chirurgie hépatique. Mais comment ça se passe au niveau de la faculté de médecine? C'est-à-dire, est-ce que cette spécialité existe? Ou comment ça se passe par la suite? Alors, la spécialité de transplantation n'existe pas. Hein, elle n'existe pas. Chez Elle est intégrée si vous voulez, par organe. Hein. Donc, le foie fait partie de la chirurgie viscérale et digestive, hein, de notre chirurgie. Et donc, c'est une surspécialité de la chirurgie. Comme la transplantation rénale, elle est plus vers le rein, hein, donc les urologues, les néphrologues, même les vasculaires, donc les vasculaires. Et voilà, donc comme la chirurgie cardiaque, pour enfin la transplantation cardiaque. Du cœur. Voilà. Donc il n'y a pas une spécialité, mais on peut s'hyper spécialiser et on peut amener pratiquement à ne faire que ça, puisque s'il y a beaucoup de malades et qu'il n'y a pas beaucoup de centres, eh ben, on se met à devenir un spécialiste de la transplantation hépatique. Professeur, si on arrive aujourd'hui, en fait, c'est la volonté des autorités du pays, mettre en place un programme national pour en fait, transplanter le plus de malades. Un autre programme de formation, professeur, est-ce que tous ces programmes peuvent en fait, relancer ou initier ou démarrer la transplantation à partir du cadavre, professeur? C'est l'idéal, en fait. Alors, c'est l'idéal, bien sûr. C'est l'idéal parce que on ne va pas prendre de risques chez le donneur. Et le foie est un organe précieux. Et donc, si on le prélève de chez un donneur, il faut lui donner toutes les chances à ce foie de bien fonctionner et de sinon, c'est pas la peine. Voilà. Sinon, ça devient, c'est pas que c'est pas la peine, mais c'est compliqué. Oui, mais ça peut être pas la peine si ça ne marche pas aussi. Et c'est pour cela que dans l'évaluation du donneur, on fait tout pour minimiser les risques. Et donc, il ne faut pas prendre de risques chez le donneur et pour que ça puisse fonctionner. Donc, pour fonctionner chez le receveur, il faut qu'il y ait une masse hépatique qui soit suffisante. Et tout ça, ça s'évalue en amont par nos amis radiologues, puisque la transplantation n'est pas juste le chirurgien. Hein. Donc, moi, à côté de moi, il y a toute une équipe qui décide. Il y a le réanimateur, il y a les radiologues, il y a les biologistes, il y a tout un environnement. Et bien sûr, il faut un engagement aussi du chef d'établissement. Il faut que le chef d'établissement soit engagé pour qu'on ne puisse manquer de rien. Et donc, pour un peu aller dans un programme de transplantation, il faut vraiment
qu'on soit accompagné par les autorités. Si vous permettez, je lancerai un appel à Monsieur le Président de la République pour nous aider, parce que, surtout pour essayer d'avoir un financement qui soit spécifique, qui soit dédié à la transplantation, pour qu'on ne puisse manquer de rien. Parfois, il suffit de quelques médicaments qui sont essentiels, qui manquent, qui nous interdisent de faire la transplantation. Voilà, alors que l'environnement est là. Nous avons une équipe chirurgicale de réanimation qui est dévouée, un personnel soignant, paramédical qui sont présents, qui sont prêts à nous suivre, à nous suivre et pour vous raconter une petite anecdote, enfin c'est une histoire réelle puisque on a dû faire une transplantation hépatique à donneur en état de mort encéphalique. En 2 heures de temps, toute l'équipe était prête. Tout le monde était présent, on a transplanté toute la nuit. Toute l'implication de l'équipe. Donc ils sont là, ils s'engagent. L'engagement est très important. Il suffit qu'une ou deux personnes se détachent, que la chaîne casse. Mais il ne vous a pas encore donné de réponse à votre question. Laquelle? Celle des personnes décédées. Oui, pour la transplantation à partir du cadavre. Puisqu'on parle de la transplantation, on va sensibiliser le professeur. Je vais prélever un organe, c'est sauver une vie. Je dirais à partir d'un mort encéphalique. Ah ben clairement, oui, bien sûr. Alors, ça demande toute une organisation. On s'adresse à la population. La population. Parce qu'il y a beaucoup de refus, professeur. Oui, mais après. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de refus. Alors, il y a toute une organisation. Alors, les donneurs idéaux, dont bien sûr, il y a les accidents vasculaires cérébraux. Donc, quand ils arrivent au niveau de l'hôpital, il faut bien les prendre en charge. Quand vous avez un accidenté de la circulation, d'abord, il faut un bon ramassage. Il faut un accompagnement, une arrivée. Et puis, vous allez demander demain aux parents à ce qu'ils acceptent pour qu'ils donnent, alors qu'ils ont peut-être vécu une situation dramatique ou des difficultés d'accès aux soins. C'est pas évident. Voilà. Et puis, il y a toute une coordination qu'il faut former au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire l'approche des parents. L'approche des parents est quand même, c'est un métier. Voilà. Ça s'improvise pas, ça s'apprend. Et c'est toute une organisation qu'il faut. Qui va venir peut-être avec le temps. Qui va venir, je suis persuadé, parce que l'Algérien en lui-même, il est pour donner, puisqu'on voit ça. Oui, on le voit couramment tous les jours. Voilà. Et il faut qu'il soit convaincu que le don puisse réellement servir à sauver une vie. Mais je crois qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut sensibiliser, il faut en parler. Très bien. Justement, moi j'aimerais vous poser une question, si vous permettez, Hassan, par rapport aux donneurs. Dans quel état de santé faut-il qu'ils soient ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des règles d'hygiène? Est-ce qu'il faut qu'ils soient en très très bonne santé? Il faut qu'ils soient en très très bonne santé. C'est ça. Voilà. Pour ne prendre aucun risque. Aucun risque. Aucun risque. Voilà. Alors il faut qu'ils soient majeurs. Déjà. 18 ans. Et on peut aller jusqu'à 65 ans. Voilà. Après, bon, bien sûr, on ne va pas rentrer dans des termes techniques, mais voilà, sur les 10, il n'y en a que 3 qui vont passer. Voilà. Parce que vous filtrez tout, au détail près. On filtre tout. Pourquoi? Parce que, vous savez, parfois des éléments un peu qui peuvent paraître banaux pour le malade. Il a fait une petite douleur au niveau du mollet, donc il peut être une petite thrombose qui est passée. Et bien ça peut donner une embolie chez le donneur en post-opératoire. Et donc ça peut passer inaperçu. Et puis, hop, en péri-opératoire ou le lendemain de l'intervention, 2 jours après, on se retrouve devant un problème. Et puis, vous voyez, donc il faut vraiment prendre le temps. Et puis on leur donne le temps de réfléchir. Non, ne me dites pas, oui, aujourd'hui, partez chez vous, on se revoit dans 2 mois. D'accord. Voilà. Allez, on va faire, professeur, un peu de prévention. Puisqu'on parle de la transplantation, c'est une intervention très complexe. Pour ne pas en arriver à là, professeur, comment protéger son foie? Bon, on ne va pas parler des maladies primitives, c'est-à-dire idiopathiques qui viennent comme ça. Mais effectivement, alors vous avez les virus, l'hépatite B, l'hépatite C. Donc voilà, vous avez l'alcool. C'est ça. Voilà. Et puis vous avez aujourd'hui ce qu'on vit en Algérie, c'est l'obésité. L'obésité. Ça, c'est un autre sujet sur lequel il faudra revenir, Hassan, sur le sujet de l'obésité. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle des foies stéatosiques qui sont pleins de gras, les NASH ou les maltes qu'on appelle ça maintenant,
Et ça donne des cirrhoses. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est un peu le grand quota de patients qui aboutissent à la transplantation. Et nous, on est en train d'aller de prendre ce chemin-là. Hein. Donc il faut qu'on fasse très attention. Le sport, bien sûr. Le sport pour se préserver. L'activité physique, enfin voilà. Une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Une alimentation voilà, qui soit saine. Saine. Qui va permettre donc de préserver des patients. Professeur, moi je l'ai annoncé. Hein. J'ai dit, professeur Bentabak va nous donner l'exclusivité. Souriez, vous êtes sur Canal Algérie. Il adore les exclus. Alors, mois de juin, on démarre. Alors, j'imagine, il faut le dire. Hein, oui, Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah. En tout cas, ce qui est sûr, voilà, il va y avoir à partir donc, de la semaine prochaine et début juin une consultation qui va être dédiée pour la transplantation hépatique, où on pourra recevoir les malades donc, qui ont une indication de transplantation qui est ouverte. Donc ça sera donc le mardi. Voilà, pour sélectionner Donc le malade viendra. Quel mardi, professeur? Quel mardi de chaque semaine. Ah, de chaque semaine. Consultation, c'est le mardi de chaque semaine. Voilà, on est là tous les jours. Tous les jours, on est accessible. Parce que très souvent, on dit que vous n'êtes pas accessible, professeur. Non, je fais mes consultations, je suis présent. Ah, professeur, c'est difficile aussi de pouvoir avoir, par exemple, un rendez-vous avec un professeur. C'est pas aussi facile que ça. Allez, je vais le dire peut-être au nom des téléspectateurs qui regardent. C'est pas toujours évident et on vous comprend parce que vous ou vos collègues, parce que des fois vous êtes tellement occupés sur des cas peut-être très lourds, donc beaucoup de malades, tout le monde rêverait de rencontrer un professeur. Oui, on peut comprendre leur désarroi, mais en fait, il y a une organisation. C'est ça. Il y a une organisation. On sait que tel jour, on n'est pas au bloc opératoire, on est en consultation, on reçoit les malades. Quand on est au bloc, on ne peut pas recevoir les malades. C'est des interventions longues. Vous ne pouvez pas être partout. On sort, on est fatigué, il faut prendre en charge les malades au niveau du service, il y a une continuité, il y a des cours, il y a une prise en charge des chirurgiens. Donc il faut que le malade comprenne. Puis il y a une organisation. Donc c'est bien que vous le disiez vous, comme ça les téléspectateurs vont comprendre. Oui, on est là, on est présent, on est là pour eux. L'essentiel tous les mardis. Voilà, si je ne suis pas présent, il y a toujours un membre de l'équipe. On a une équipe, alhamdoulilah, je le dis, j'ai des assistants, que ce soit des agrégés ou des jeunes maîtres assistants, très compétents, très dévoués, présents. Et ça, c'est important dans une équipe. C'est très important. J'attache beaucoup d'importance voilà. Donc, que je sois présent ou absent, ça fonctionne. Ils sont reçus. On évaluera. Ils seront pris en charge. Et puis, ça va nous permettre déjà d'établir une liste d'attente. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde aura l'impression que c'est son malade qui est le plus urgent et qu'il faut faire tout de suite. Alors il y a des règles d'éthique, de déontologie, voyez, donc on ne peut pas transgresser ces règles-là. Et puis j'espère que ça se passera bien, tout se passera bien et que on verra. Vous voulez terminer, Hassan? Alors, professeur, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse un dernier mot, professeur. Adressez-vous aux parties concernées pour l'accompagnement. Pour l'accompagnement, c'est bien évidemment nos autorités, le ministère, la CNAS, et puis les bienfaiteurs, pourquoi pas aussi. Bien sûr, si c'est pour une bonne action, tout à fait. Et puis, Monsieur le Président de la République, pour finir. Très bien. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Bonne chance. J'espère que vous avez annoncé une bonne nouvelle. J'espère que tout suivra, parce que même notre Président de la République accorde une importance énorme au côté santé. On a vu ce qui s'est fait la dernière fois avec le cancer. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça va continuer dans ce sens-là. Et j'espère que la prochaine fois que vous viendrez, vous nous direz c'est bon, on a commencé, tout va bien, et on fait de plus en plus de transplantations et qu'on a les moyens, surtout, n'est-ce pas? Parce que les moyens, c'est très important. C'est essentiel. C'est l'essentiel, d'accord. C'est bon? Vous n'avez rien à rajouter, professeur? Bon, merci, à très bientôt. À très bientôt avec de très très bonnes nouvelles, Inch'Allah. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci Hassan pour tout le travail de sensibilisation, d'information aussi que vous faites chaque semaine dans l'émission. Et donc à lundi prochain. Lundi. Très bien. On peut annoncer la thématique? Si vous voulez, oui. Ce sera la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Oui. C'est une maladie qui prend de l'ampleur, qui touche de plus en plus de jeunes. Et là, il y a beaucoup de choses à dire aussi. On va définir l'hypertension, on va parler des facteurs de risque. Et des traitements qui sont disponibles en Algérie. Et j'imagine que l'hypertension a un rapport direct avec la transplantation aussi. Oui? Oui. Oui.
Transplantation, notamment rénale. Très bien. Merci, professeur. À très bientôt. Merci. Et merci, c'était un honneur de vous recevoir. Merci, Hassan. Merci. Allez, on se permet d'écouter un petit peu de musique en attendant de retrouver notre prochaine invitée. Restez avec nous. Nous, on ne bouge pas. On est là.
Voilà donc un très très beau titre, une très très belle chanson et surtout une très très belle voix de notre artiste adorée Sabah Andalousia. Alors j'étais en train de lui dire, elle me disait tu تحبيني بزاف وهكذا. Enfin on discutait entre قلت لها non انت normalement la voix تاعك يقراو عليها. Oui, c'est vrai, elle a une voix. Normalement, on devrait étudier sa voix parce qu'elle a une voix juste incroyable. Une voix qu'elle peut maîtriser et qui peut aller dans tous les sens, dans tous les styles. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir une voix pareille. Et on a le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Sabah Andalousia, bonjour. Alain, c'est très gentil de ta part. C'est vrai. Et je le dis, je le redis parce que tu as bien. Là, parce que tu as un bon cœur. OVNI, la voix. Tu as dû venir d'une planète, on ne sait pas laquelle. La planète voix. Ça n'existe pas, la planète voix, encore? Non, je ne pense pas. Mais bon, déjà, salut et merci pour l'invitation. Merci à toi. À chaque fois, tu es la première à m'inviter quand il y a quelque chose à afficher. Donc, avec ça prouve que tu fais ton travail convenablement. Ah, ben, c'est gentil. Et voilà, je le dis de bonne foi. C'est juste mon travail. Et comment passer à côté d'une... De toute façon, la dernière fois que tu étais venue, tu avais promis de revenir avec un clip. Entre-temps, le clip est sorti. C'était celui qu'on a vu à l'instant, n'est-ce pas? Ça, c'était le premier. C'était le premier. Ramadan, oui. C'est ça, pendant Ramadan. Tout à fait. Et tu devais venir le présenter, mais ce jour-là... je n'étais pas disponible. Voilà, tu n'étais pas disponible. Après, j'ai fait un autre, un deuxième. Et là, je suis sur le troisième. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas fait... Quand tu as décidé de faire, درتيهم كاع على ضربة. C'est bien des fois. Ben oui, parce que même la voix qui m'a modestement dit, donc peut-être si j'ai fait ça 10 ans en arrière, je ne serais pas aussi satisfaite qu'aujourd'hui. Donc je trouve qu'aujourd'hui c'est le moment. C'est le moment. Ouais. Et c'est ce qu'on te reprochait. D'ailleurs, moi personnellement, c'est ce que je t'ai toujours reproché. Je t'ai dit, ok, Sabah, tu as une belle voix, tu chantes bien, tu joues de tous les instruments. وراهم les clips باش نقدروا نجوزوهم en télé. C'est vrai, مكتوب كل حاجة في وقتها. Donc au moins on a de la matière à faire passer, voilà. Parce que moi j'ai insisté vraiment à ce que tu viennes aujourd'hui parce que voilà, on est en plein mois du patrimoine, tu le sais très bien, toi qui le défends tellement bien ce patrimoine algérien, ça va se terminer le 18 et je me suis dit pendant ce mois du patrimoine, il faut que Sabah soit là. Gentil. Et en plus avec un nouveau clip qui vient tout juste de sortir. Oui. Vraiment, je dis même pas une semaine. Même pas une semaine. Et tu es la première à le dévoiler comme ça sur la Canal Algérie. Et ça me fait que fière et je suis très contente d'être parmi vous. Eh bien, ce clip-là, on va raconter d'abord l'histoire. Sabah qui se déplace à Constantine sur les ponts suspendus, mais pas que, parce qu'on va la voir un petit peu partout à Constantine. Pourquoi ce choix de Constantine? En fait, j'ai choisi Constantine parce que le texte que j'ai choisi aussi appartient à cette belle ville. Salah Bey, c'est typiquement constantinois. Par contre, j'ai choisi une version algéroise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Modestement dit par intelligence, j'ai enregistré des séquences sur Alger pour prouver que c'est une version algéroise. Et pour donner la valeur au texte, donc je me suis déplacée en famille. يعني حجة وفرجات ديت البركة معايا حوست بها. Très bien. Toute ma famille. Donc حوسنا. En même temps, j'ai profité de prendre quelques séquences là-bas. Et c'était vraiment magnifique. Franchement. Mais pourquoi avoir choisi un texte de Constantine? Pourquoi être parti vers Constantine, toi qui nous as habitués beaucoup plus à tout ce qui est algérois? Je pense que parce que j'ai les capacités pour chanter le style Malouf. C'est ce que c'est ce que je voulais entendre. Parce que c'est ce que j'allais dire. Là, je développe, je continue mon idée. Parce que ce texte de Salah Bey, on l'a écouté tellement d'artistes Malouf l'interpréter, parce que je dirais beaucoup plus, c'est une interprétation. Tout à fait. Il faut le vivre, ce texte. Tout à fait. Bien sûr. D'ailleurs, il y a plein d'artistes qui m'ont dit, mais franchement, il est difficile. C'est ça. Cheikh Mohamed Tahar Fergani, on connaît sa version qui est magnifique. Il y a eu aussi son fils, Salim Fergani, qui l'interprète très très bien ce texte. Mais moi, je crois que j'ai jamais entendu une femme le faire. Et cette version-là, justement, je pense, selon mes informations, personne ne l'a enregistrée. Je l'ai appris grâce à mon professeur Bokora. Ça fait 20 ans en arrière. C'était un morceau en tête. Je me suis dit, si un jour j'enregistre celui-là. Et des fois, il y a des morceaux, c'est à moi. Personne ne peut le chanter sauf moi. C'est juste pressentiment. Ça ne veut pas dire que... non, mais si tu le sens, c'est que tu vas te donner à fond. Il y a des morceaux, أنا نسجلهم. كاش واحد آخر. parce que Salah Bey,
moi, j'ai jamais écouté une femme le chanter. Par Pas du exemple, tout, ce pas du texte-là, tout, c'est la pas du première tout. fois. Je pense. Ouais, Je bah, tu as pense. dû t'informer quand même. Ça Oui, va. mais je pense qu'il y a plus des personnes plus positionnées pour répondre à ça. Ouais. Moi, j'ai essayé de faire quelques recherches. Ouais. Je pense pas qu'il y a une personne de ma génération à enregistrer ce morceau, ce qui est sûr. Ouais. Mais au-delà, sûrement, il y a des archives quelque part. Ouais. Donc, je On ne sais pas cherchera, trop. on Ouais. cherchera. Mais Il y a c'est des bien, si tu personnes dis il y a mieux des placées que archives, moi. ça veut dire que Ouais. même si ça a été fait, ça remonte à loin, Non, à de longtemps. ma génération, personne. Voilà, donc tu es la première. Ouais. Est-ce que tu as fait écouter, par exemple, ce texte, cette chanson-là, à des connaisseurs? Moi, je suis connaisseuse. Non. Oui, ça je le sais, ça va. Je parle d'autres. Allez, je vais être très précise. Par Oui. exemple, de Constantine, des gens de De Constantine, j'ai Constantine. plein d'amis qui ont écouté quelques Parce qu'ils adorent passages. ce texte, hein, les Et justement, Constantinois. j'ai plein d'encouragement de là-bas. J'ai plein d'amis artistes, au sens propre du mot, donc qui m'encourageaient depuis le temps, parce que je l'ai déjà chanté dans des lives, dans des soirées, dans des trucs privés. Donc, on m'a toujours dit que ce morceau, il est fait pour toi, et cette version, on ne la connaît pas. Là, c'est les Constantinois qui le disent. Et sur Alger, أنا تعلمتها في الفنون الجميلة à l'époque. Et justement, le seul qui m'a donné cette version, ما سمعتهاش ailleurs. Donc, même جمعيات الآخرين que je salue, ما قريتهاش عندهم. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas? C'est une manière de dire merci à ce professeur jeune, El Hadi Boukoura, qui m'a donné ce privilège. Et c'est peut-être grâce à lui que j'ai aimé cette version. Parce que ça date depuis peut-être 20 ans, donc c'est quand même beaucoup. والله قعدت enregistrer. واو. Il fallait Depuis يجي le temps. وقتها Exactement. يطول Et يقول لك voilà. المليح يطول ياك c'est Tout ça. à fait, tout à voilà. fait, tout à Donc fait. heureusement que tu l'as enregistré et je te sens, hein, je sens même dans tes yeux que tu es très fière de ce morceau. Moi, Particulièrement celui-là. Au fait, moi, j'ai toujours été fière de moi. نحب روحي. Au moins une qui le dit. Au moins une qui Moi, le je fais pas semblant d'être bonne. Je suis bonne de l'intérieur, mais نحب روحي. Parce que Allah qui عطا. Donc, quand on a les capacités, il faut les préserver déjà. Et il faut travailler. أنا تعبت. يعني pour arriver à ça, c'est pas du gratuit. C'est ça. Et toute C'est seule. pas tombé comme ça. Et toute seule. Donc, il faut toujours le dire. Et à ce moment, je suis seule. Dans un sens, c'est-à-dire territoire artistique, il y a plein d'artistes qui, peut-être, ils sont mieux placés pour m'encourager et afficher ce chef-d'œuvre, mais malheureusement, ils le font pas. Il y a d'autres artistes magnifiques. Yani, alhamdoulilah, heureusement, il y a toujours des bons gens dans cette terre. Ça reste c'est de la musique. Quand je travaille, je vis ma passion. خليتي ما تعيش هاد la Elle doit joie. être fière, hein. Elle doit être Franchement, fière, la on était maman. toute contente à Constantine. C'est-à-dire, on a passé vraiment un bon moment chaleureux en famille. En même temps, travailler. D'une pierre deux coups. Tout à C'est comme fait. ça qu'on dit. C'était sympathique. Joindre alhamdoulilah. l'utile à Voilà, l'agréable. alhamdoulilah. Donc Constantine, finalement, c'est là-bas que tu as enregistré le studio ou à Alger? Non, c'était à Studio Casbah, c'était sur Alger, Alger. que j'ai enregistré. J'enregistre toujours chez lui. D'accord. Monsieur Fidèle. Kader, Fidèle. franchement, c'est un type qui a donné la valeur à mon travail. Donc, il donne à fond et à chaque fois, il me dit dommage, ما عرفتكش قبل. Donc, pour lui, il donne toujours à fond pour avoir une qualité. Non, mais je pense que خلاص انطلقتي. Alhamdoulilah. انطلقتي, je parle des clips, hein, parce que l'intellect à la musique, ça fait longtemps que l'intellect fait la voix. Alors, gentil est-ce de qu'on ta peut part. regarder au moins une partie du clip, s'il vous plaît, parce qu'il faut savoir qu'il gentil. vient tout juste de sortir. Hein. Ça fait 3 jours, c'est ça? Oh, 3-4 jours? Même pas une semaine. Même en pas tout une cas. semaine. Ouais. Donc le dernier clip et chanson, ce que je peux vous promettre, c'est qu'on la passera et on la repassera dans l'émission, dans son intégralité. Mais aujourd'hui, on va regarder un extrait et surtout écouter, hein, moi, cette version de Saleh Bey signée Sabah Andalousia. قالوا يا رب قالوا لنا عطية وصلاح
رقيق النام صبري ودماغه عريان لدريته كده يجرى علي ما نسكن بلدان نبني خيمة
حرام. Voilà, magnifique, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on a apprécié, on a écouté, oh là là, ça fait tellement de bien, un titre pareil, et c'est beaucoup de boulot, hein. C'est des années de travail pour avoir un résultat pareil, signé Sabah Andalousia. Je ne sais pas, pour les connaisseurs, pour ceux qui aiment les mélomanes et qui aiment la musique, vous avez pu voir comment elle passe facilement du style melouf au style algérois, en un seul morceau, en un seul titre. Je vous ai dit, elle fait ce qu'elle veut de sa voix. C'est incroyable. Franchement, bravo. Merci, merci ça me fait pour ce chef-d'œuvre que tu es venu nous présenter C'est aujourd'hui. très gentil. Merci à toi déjà d'avoir apprécié. C'est magnifique. Je t'ai écouté تهضري معايا قلت لك je t'ai zappé. خليني نسمع la voix. Moi, je voulais te raconter un peu les coulisses. Moi, j'étais en plein. J'écoutais Alhamdoulilah. la. Alors, il faut parler aussi, puisqu'on est en plein mois du patrimoine, des tenues que tu as portées, parce que tu as porté oui, j'ai la tenue porté constantinoise. Kaftan al-Qadi, signé Samia Création, elle est de Tlemcen. Ouais. Donc imagine, elle m'a fait la création à distance. Waouh. Donc ça m'a évité de se déplacer et tout. Ouais. Et la deuxième tenue constantinoise chez mon ami Karim Akrouf. Bon, salut, qui lui aussi il était défend, vraiment, défend le franchement, c'était patrimoine c'est algérien. un type très très gentil, serviable, professionnel. Ouais. Oui, il faut voir في شهر يعمل لك قندورة, c'est difficile. Ouais. قال لي si tu n'étais pas toi, je le ferais Je jamais. l'aurais pas fait. Donc, يكتر خير ويعطيه الصحة, que ce soit Karim ou Samia, le caméraman aussi. Je remercie aussi Razia qui m'a fait ouvrir sa maison. Elle est très Donc, belle, hein, c'était sa chez maison. elle. Moi, je pensais que c'était un musée. Non, non, c'était chez elle, tabarakallah, Allah ya'mar dar. Donc je remercie tout le monde. Finalement, tu as eu toutes les facilités. Wallah, أكسب قلبك. alhamdoulilah, يطول عمرك. Merci, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc là, tu es sur un troisième clip. Un quatrième. Il y a un deuxième que j'ai enregistré, tu l'as loupé apparemment. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Avant celui-là. ça. Ah ouais. Ouais. Donc il y avait les Jouzna Mourbil. Oui, et après il y Celui-là. avait un deuxième. Ah, c'est le troisième. D'accord, donc il faut que je me rattrape. Je passe l'autre et le Je prochain. prépare le quatrième, Inch'Allah, bientôt. غريكم, Inch'Allah, on le poste. Tu reviens. Voilà. D'accord. Des high place كيتسنى فيك. يطول Comme عمرك, ça, on c'est passera gentil, le c'est troisième clip. En يطول tout cas, عمرك. franchement, merci, Merci Sabah. à toi. Bravo. Merci à Le toi. clip est disponible, ça, il faut le dire. Hein, Oui, sur, oui, il est sur, même sur les plateformes numériques, Ouais. voilà, sans citer. Non, on peut dire il est sur YouTube déjà. Il est Déjà, sur, YouTube, les réseaux sociaux, Spotify, Anrami. Donc, c'est génial. j'ai essayé de faire comme les autres artistes qui sont déjà à l'affiche. Professionnel. هما ما يوروش الصنعة بصح أنا وحدي صفتها. Très bien. Comme يقول لك, on n'est jamais mieux servi que par Voilà. soi-même, n'est-ce pas? Alhamdoulilah. Mais bon, En ça tout reste, il y cas, a des artistes aussi que je remercie. Ils sont là à dire des gentils mots, même quand on critique pour s'améliorer. Constructif, Donc il y a une voilà. petite minorité qui sont des vrais artistes, sinon le reste, معليش. Moi, c'est grâce à ce que j'aime, parce que c'est une passion avant tout, ça reste c'est de la musique. Et je ne vais pas céder, je ne vais pas cesser. Donc tant qu'il y a la santé, il y a la vie. Et il y a le sourire. Alhamdoulilah. Et il y a la voix surtout. هذه الواحد يقدر ينحيها لك هذه la voix. تعالى تعرف غير هو بها اللي تعالى. ينحيها لي. Très bien, Voilà. حافظي عليها surtout la الحمد voix. لله، هذا ما كان. الحمد لله. Aya, avant de nous quitter, un petit acapella quand même. Bon, ما جات ni instrument ni rien. تفهمنا, قلنا on va voir les clips, mais la voix quand même. Ouais, On peut écouter quelque chose. elle est là, donc. رشيق طان يا ما حلا داري في الشكل تيماني أخذت العاق واشخر الليل لأن حبك تملكني سماح يا عين سماح يا عين منك يا عين شبكتني الله الله
سنيت تشوفي نسيها انايا impossible je rêve de faire هكا Il n'y a pas de problème, moi je suis professeur actuellement. Je laisse donc ça peux pour les t'aider, hein. professionnels comme toi. Je peux t'aider, pas de souci. Inch'Allah, qu'est-ce qu'on a. Merci beaucoup en tout cas, ça Merci à toi, d'être c'était un plaisir de te voir. Nous glorifier de deux beaux clips, dont le dernier, donc Salah Bey, allez-y, regardez-le, appréciez-le, écoutez-le. Et franchement, on attend la suite avec impatience et j'espère qu'il y aura beaucoup de clips et surtout beaucoup de scènes, beaucoup de live pour rencontrer ton public, n'est-ce pas? On l'espère, Inch'Allah. Merci Sabah. Merci à toi. À très bientôt, Inch'Allah. Et le prochain, tu reviens. D'accord? C'est clair, ok. Très bien. La prochaine fois. Merci beaucoup, à très vite. Voilà, j'allais dire c'est la fin de l'émission. Alors là, pas du tout, parce qu'il reste encore notre chronique L'œil du psy, qu'on va retrouver dans quelques instants. Mais tout de suite, on va regarder une chanson tirée de nos archives que notre script Yam Maafa a choisi pour nous, pour rester toujours dans le patrimoine et la musique algérienne dont on est fier. الليل عديت ونهار جسمي من داخل مريضة دموعي هرات الشفار وكثرت عليا تنهيدة ورات عيني عذرة شيلا ندورت عمري وتتقادك يا النجمة مكمولة الوصايا وصل ولا في بستان على المياه تجري صنها مولها مولوعة كان عارف وشيبتني وانا سني صغير قوري والهوى ساكن في صدري قديم شارف ولحني في بحر هواها بلا سفينة وحين وصلت المرسمهم سوادني عذاب صرت نبكي والنوح من كثرة الغبينة وكيف نعمل يا ربي ومالك الرقاب لفتي عبالة في ملقى الجوال يا منار. Voilà, et un petit salut, si jamais il nous regarde, à Selim Fergani, qui lui aussi a suivi les traces de son papa, Chertam Fergani, Allah yarhamou, que j'ai eu le plaisir, bien sûr, de recevoir dans toute une émission, et qui est vraiment dans le texte, dans le pur malouf traditionnel. Voilà, on le salue. Et tout de suite, eh bien, on va terminer l'émission avec la chronique L'œil du psy, que vous retrouvez chaque lundi. Ledmia Mbark est avec nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle s'intéresse à un sujet qui est... j'allais dire intéressant, intéressant, il faudrait que je trouve un autre mot, mais on va dire un sujet d'actualité, puisque justement cette actualité, qui n'est pas du tout agréable, on n'a pas conscience de comment elle peut avoir un impact sur nous, sur notre santé mentale, tout ce qui se passe dans le monde, toute l'injustice, par exemple ce qui se passe en Palestine, n'est-ce pas, et on pourrait en citer plein des exemples. J'ai bientôt fait la rubrique à votre place. Bonjour Ledmia. Bonjour Lilia. Comment ça? Parce que votre sujet, il m'inspire. Oui, il est très d'actualité. Parce que, en fait, non seulement c'est un sujet d'actualité qui traite évidemment de l'actualité, mais c'est un phénomène contemporain parce que finalement, des guerres, il y en a toujours eu, des catastrophes, il y en a toujours eu, mais cette anxiété qu'on a aujourd'hui, que les gens, et je le vois
quotidiennement au sein du cabinet, donc des patients qui viennent, qui sont parfois traumatisés à cause d'images qu'ils ont vues. Ça, c'est récent. Ça, c'est je vais vous donner plein de mots nouveaux. Ce sont des concepts contemporains, en fait. Des pathologies contemporaines dues à notre mode de vie actuel. Par exemple, la fatigue informationnelle. Ça, c'est un concept qui est nouveau. Cette fatigue informationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être constamment exposé aux informations. Tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, je me souviens, on regardait le 20h. Oui, c'est vrai. Donc c'était contenu quelque part. Bien sûr qu'il y avait la radio, bien sûr qu'il y avait des journaux mais papier, on attendait tous le 20h. Mais on attendait le 20h. Donc c'était pas une information en continu tout le temps. Toute la journée. Toute la journée. Sur plein de plateformes différentes. Radio, téléphone, tablette, ordinateur, téléphone. Voilà, on est bombardé. Et on est bombardé pas que de choses positives, malheureusement, c'est beaucoup plus de choses négatives, enfin, voilà, des catastrophes. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'être humain, parce que vous allez voir que c'est un instinct de survie aussi, il est attiré par les catastrophes ou les choses négatives. D'ailleurs, ça a un nom, un autre terme, ça s'appelle le biais de négativité. Ça veut dire quoi ça? On est attiré par tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que dans nos pensées, on va être beaucoup plus réceptif. Notre attention, elle va être beaucoup plus attirée vers le négatif que vers le positif. Ah bon? Et oui, et ça c'est prouvé. Pourquoi? Parce que en fait, ça fait appel à notre cerveau archaïque. Parce que pour notre survie, eh bien, le fait d'être connecté à des émotions comme la peur, etc., c'est ça qui nous permettait de survivre, par exemple, dans la jungle, ou face à un mammouth, ou face à, vous voyez, des petites choses qui dépassent, une tête de serpent. Donc, tout de suite, l'être humain, il était attiré par ce qui sort un petit peu du lot, et qui est en général négatif, mais qui l'aide pour la survie. Le problème, c'est que quand on est comme ça pour faire face à un prédateur, je dis un ça danger, comme ça, un danger, à l'époque c'était un prédateur, c'était pour nous donner le moyen d'agir. C'est-à-dire que soit on fuyait, soit on attaquait, ou parfois on peut rester figé. Mais aujourd'hui, face à une actualité, bon, je prends Gaza parce que bon, ça me touche et ça touche tout le monde, nous sommes impuissants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a ce sentiment d'impuissance-là qui vient ajouter à le sentiment d'injustice, le sentiment d'impuissance, et donc on se retrouve avec cet excès d'hormones du stress qui est censé nous pousser à l'action. Et finalement, on ne peut pas. On reste coincé avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc c'est pour ça que par rapport aux catastrophes naturelles, au dérèglement climatique, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça où on peut se sentir impuissant. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une marge de manœuvre quelque part, justement. On peut agir chacun à son niveau. Mais sur le moment, on ne fait que absorber ces informations-là anxiogènes. Le problème, c'est que l'impact, ça va être quoi? Bien sûr, plus d'anxiété, du pessimisme. Moi, je vois par exemple des personnes qui me disent pourquoi je vais faire des enfants dans un monde pareil. Oui, il y en a beaucoup qui réfléchissent comme ça. Donc, à un moment, ça remet en question pas mal de choses. L'avenir est noir, il est incertain. Donc, ça remet en question toute votre vie finalement. Absolument. Ça peut remettre en question votre vie. C'est ça. Donc, certaines personnes vont sombrer dans un espèce de pessimisme qui va les peser dans leur décisions et dans leur choix de vie. Donc l'impact, il est réel, c'est pas juste désagréable comme ça. Il y a aussi un autre moyen de gérer ça. Les personnes, elles vont fuir. C'est-à-dire qu'elles vont décider de se couper totalement des informations. Et là, on va être J'en connais une, l'évitement. par exemple, vous me tendez une perche pour la saluer. D'ailleurs, c'est une artiste que vous connaissez certainement qui s'appelle Hind Boukela. Oui. Et qui, elle, n'a ni télévision à la maison, ni réseaux sociaux, ni rien du tout.
Elle ne vit que de musique ou de livres, de bouquins. Ça n'existe pas. La télé n'existe pas chez elle, par exemple. Oui. Elle est complètement déconnectée. C'est une stratégie, mais et elle me dit, ça me va très très bien comme mode de vie. Ça peut convenir, mais il n'empêche que ça coupe du coup de tout ce qui se passe dans le monde. Ça peut être bien et pas bien en même temps. Voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que tout est dans l'équilibre. Donc soit on va avoir cet évitement excessif qui fait que on ne va pas du tout être au courant de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Ou alors il y a l'autre excès qui va être énormément d'empathie et on va vraiment plonger dedans. Et là, on va tomber dans ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle. Ouais. Et ben justement, comment faire l'équilibre de tout ça? Et juste pour finir, la fatigue compassionnelle qui peut arriver jusqu'à... Vous vous rappelez, on a parlé du traumatisme vicariant, c'est-à-dire que des traumatismes par procuration. Ouais. Donc, pour éviter ça, c'est de se réguler, en fait. C'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, se mettre des plages. Rester aux 20 heures, comme on était avant. Par exemple, absolument. Je vous assure, et c'est bien. C'est ça. Rester, par exemple, aux 20 heures. Après, choisir aussi quel type de 20 heures, entre guillemets, et aussi maîtriser, vous savez, ce scrolling. D'ailleurs, il y a un nouveau phénomène, doom scrolling. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça touche énormément d'adolescents. C'est le fait de scroller, de passer tout le temps sur des informations morbides, c'est-à-dire que anxiogènes et morbides. Et donc, les adolescents vont développer, et ils développent de plus en plus de peur et d'anxiété à cause de ça. Et bien sûr, les réseaux sociaux, comme il y a, ils sont conçus pour pouvoir donner plus. Toujours de ce qu'on est en train de chercher. Du coup, forcément, ça va s'auto-alimenter. Et ça ne va jamais s'arrêter, surtout. Voilà. Donc, c'est bien de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, de ces biais de négativité. Vous savez qu'il faut 5 choses ou 4 choses positives pour compenser une chose négative. Et il suffit d'une chose négative. C'est-à-dire, vous pouvez passer une super journée, accomplir beaucoup de choses, être fière, heureuse. Il suffit qu'il y ait une petite chose négative ça gâche tout. Ça gâche tout. Donc, oubliez toutes les bonnes choses que vous avez vécues. Donc, on va maximiser le négatif et minimiser le positif. Et ça, c'est un phénomène humain mondial. Donc, l'idée, c'est de discipliner, d'entraîner son cerveau à plus de positivité. Je donne, par exemple, des exercices à mes patients. Je leur dis... tous les soirs avant de dormir. Vous prenez un cahier ou même dans la tête et vous essayez de lister 3 choses positives qui sont arrivées dans la journée, mais pas uniquement, pour lesquelles vous avez de la reconnaissance. C'est-à-dire, vous vous dites, j'ai de la chance d'avoir fait ça ou d'avoir vécu ça. Voilà. Et ça peut être des petites choses, c'est pas forcément... Et ça peut aider à contrebalancer ce biais de négativité. Mais est-ce qu'ils le font? Oui, alors oui, certains le font. Oui, parce que je demande après. La suite, oui, après, vous les suivez. C'est ça, donc quand ils viennent, je dis alors, quelles ont été les... Oui, mais ça c'est vos patients, mais... Par exemple, des gens lambda comme nous, comme ceux qui nous regardent, par exemple, est-ce qu'ils vont le faire? Peut-être qu'ils vont le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ensuite ils vont s'arrêter de le faire. Il y a des choses en fait qu'on ne peut pas faire à la place des gens. À un moment, s'ils souffrent de quelque chose, justement, l'intérêt, c'est de reprendre le contrôle. Parce que on n'est pas du tout en contrôle quand on est en train de subir cette information anxiogène. C'est ça aussi qui fait peur. Ça veut dire il y a des choses qui m'échappent. Où est-ce que je peux reprendre le contrôle? Sur des petits exercices comme ça ou sur je choisis où est-ce que je vais focaliser mon attention. Il y a aussi autre chose qui est intéressant. En parallèle avec l'obésité, il y a un nouveau terme qui s'appelle infobésité. L'infobésité, donc c'est la contraction entre l'information et l'obésité. Donc c'est une surcharge d'informations. Et pour ça, on peut faire un jeûne. Comme par exemple quand on veut perdre du poids ou bien on fait un petit jeûne, on coupe. D'accord. Voilà. Donc c'est un terme qui existe. C'est un terme qui existe. L'infobésité. Infobésité. Donc c'est cette surcharge d'exposition aux informations. Donc vous voyez, il y a plein de termes. Et des fois des informations qui servent à rien. Mais complètement. Qui ne nous servent pas, pas à grand chose pour ne pas dire à rien du tout. Tout à fait. Pour nous. Oui. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut choisir ces sources aussi d'informations.
Ne pas avaler tout et n'importe quoi, tout ce qui passe. En fait, reprendre le contrôle. Parce que là, c'est des choses qui nous sont imposées et c'est insupportable. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui sont accros à ce genre d'informations, enfin, informations, on va dire tout ce qui est mauvais pour notre cerveau, ils ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire ça peut aller très tard dans la nuit. Et donc, le sommeil est perturbé. Au réveil le matin, on est perturbé parce qu'on a passé la nuit à faire ça sur notre téléphone et à chercher des informations, etc. Donc, ça perturbe même notre sommeil. Bien sûr. C'est la fameuse aussi lumière bleue. Qui est cette fameuse dégagée lumière tout à fait par le téléphone ou les écrans. Il y a aussi notre cerveau, il est en éveil, on est là, on essaye de comprendre, donc il n'est pas du tout en état il se repose pas. Non. Non, donc et ça influe sur autre chose. Par exemple, si on doit passer le lendemain une journée à l'école ou au travail, on va être fatigué, on ne va pas être concentré. Donc toute la vie est chamboulée. La perte de concentration, le manque d'attention, l'irritabilité. Les personnes, le manque de, c'est un instrument torture, le manque de sommeil, je veux dire. C'est donc, vrai. oui, y a pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas pire. Bien sûr. Que de ne pas. Même si on est fatigué, on peut rattraper la fatigue, mais le sommeil. Le sommeil, c'est difficile à rattraper. Donc ça, ce sont des conséquences directes. Et je passe sur la santé mentale, c'est-à-dire l'anxiété, parfois même des dépressions. Donc allez-y mollo sur l'information, informez-vous parce que se couper quand même... Bon, après, c'est des choix personnels, mais on est dans le déni et on ne vit pas dans le juste ce qu'il faut, quoi. Voilà, juste ce qu'il faut et savoir doser. C'est un peu comme tout, en fait. Exactement, c'est comme tout. Vous avez bien fait de le dire et de terminer avec ça, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Ledmi Ambal. C'était très intéressant, comme à chaque fois, dans l'œil du psy. J'espère que vous allez suivre les conseils de notre psy et croyez-moi, vous vous porterez beaucoup mieux, n'est-ce pas? Absolument. À la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Avec une autre thématique. Ça marche. Très bien. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère qu'elle aura été à votre goût. On se retrouve pour ma part et pour toute l'équipe dimanche et lundi prochain avec d'autres invités, les chroniques. On vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Soraya Hmoudi était à la réalisation, Siham Maafa au script, Anna et toute l'équipe du Studio 7 et numéro 7, de la régie numéro 7 à leur tête, Souhila. Voilà, on vous dit au revoir et à dimanche prochain. Souriez, vous êtes sur Canal, ne l'oubliez surtout pas. Au revoir.